Alors, bienvenue à tous pour ce brunch radical sur cette question est-ce que la sécurité sociale est sexiste? On va se présenter. Donc, moi, je suis une ancienne élève de l'École nationale supérieure de sécurité sociale et avec Guillaume, nous avons créé l'association Promouvoir la citoyenneté sociale. Guillaume. Bonjour à toutes et tous, du coup Guillaume Bertoin, aussi ancien élève de l'EN3S. Donc l'EN3S, c'est une école qui est à Saint-Étienne, c'est l'école qui est commune à tous les dirigeants de la sécurité sociale. C'est un peu en gros l'équivalent de l'ENA, mais côté sécurité sociale. On a passé avec Violaine cette école en interne. On a eu le concours en interne, ça se passe pendant 1 an et demi, du coup. À Saint-Étienne, et l'objectif après c'est de pouvoir travailler dans les différents organismes de sécurité sociale, que ce soit la CEPAM à laquelle on pense tout de suite quand on parle de sécurité sociale, mais également au sein des CAF, CARSAT, au sein des URSSAF, enfin voilà, tout l'écosystème de la sécurité sociale. Donc Peut-être, là, ouais, si tu veux dire là, un on mot de est plus sur l'association, Violaine. Ouais, c'est ça. Juste à titre liminaire, dire que on est Guillaume et moi, donc salariés de la sécurité sociale, mais dans le cadre présent, nos propos n'engagent que nous personnellement et pas nos institutions. Et donc cette association, promouvoir la citoyenneté sociale, son objectif, c'est de faire en sorte que les personnes qui ont créé la sécurité sociale, c'est-à-dire les travailleurs, c'est-à-dire tout un chacun qui ont porté ce projet et qui en bénéficient, euh, aient une bonne connaissance de ces enjeux financiers, sociaux, économiques. Euh, Essentiellement, on a créé une fresque de la protection sociale et on la présente dans les écoles, dans les lycées, les universités. On pourra en parler tout à l'heure. Donc, notre but, c'est vraiment de créer des outils pour que tout un chacun s'empare de ces débats qui sont des débats avec des poids financiers et symboliques très importants. Voilà. Alors, en guise d'introduction, rapidement, déjà, savoir qu'il y a beaucoup d'informations en ligne et on vous invite à aller voir ces sites que sont la Sécu Jeune, plein de vidéos, de graphiques pour mieux comprendre ces enjeux. J'imagine que vous le savez tous, la sécurité sociale, ça a été créé juste après la guerre par les syndicats en octobre 1945 par une ordonnance. Et son objectif, c'est de protéger la population contre des risques ces risques, ce sont des risques qui font que l'on ne peut plus travailler. Donc, lorsque l'on est malade, lorsque l'on est charge de famille, lorsque l'on est trop âgé ou lorsque l'on a eu un accident, on ne peut plus assurer sa survie par son travail et donc les travailleurs prennent en charge les revenus des personnes. La sécurité sociale, elle a un point important puisque c'est 22% du produit intérieur brut. Et surtout, c'est une énorme machine à redistribuer de l'argent de façon à pallier des déséquilibres économiques issus d'une organisation de la société. Notamment du fait que toute une partie du travail effectué au sein de la société n'est pas rémunéré. Ça va être un sujet qu'on va voir ensuite. Alors, on disait créé en 1945, il y a un grand débat sur qui est le père de la sécurité sociale entre Ambroise Croizat et Pierre Laroque. Ça nous permet d'arriver sur notre sujet progressivement, puisque derrière un peu ce combat de coq, ce qu'on voit quand on regarde des images d'archives, c'est que c'est aussi beaucoup des femmes qui ont contribué à la construction concrète de cette sécurité sociale. On voit du coup là à droite une image d'archives de 1953 avec du coup des femmes au guichet d'une caisse de sécurité sociale et pour la plupart des femmes usagées qui viennent du coup pour euh, pour s'informer ou requérir leurs droits, souvent d'ailleurs pas à titre nécessairement personnel mais pour l'ensemble du ménage. Et donc c'est aussi cette histoire-là dont on voudrait vous parler finalement de cette sécurité sociale qui est aussi construite par les femmes et en grande partie pour les femmes et c'est ce que on va montrer dans cette présentation. Voilà. Il faut se souvenir qu'en 1945, les populations fragiles avaient souvent un profil féminin, c'est-à-dire des femmes âgées
Et il n'y avait pas encore de pension de retraite ni de réversion, donc elles étaient âgées sans ressources. Et, et si les familles ne les prenaient pas en charge, elles n'avaient rien. Et puis, toutes les femmes qui avaient des familles nombreuses et qui se retrouvaient bloquées à la maison avec des enfants à charge et pas de possibilité de subvenir à leurs besoins. Donc, effectivement, la sécurité sociale a été, visait beaucoup les femmes lors de sa création. Alors, comme on le disait, la sécurité sociale, ça s'insère dans une notion un peu plus large qui est la protection sociale, dans laquelle il y a également le chômage notamment. Et bah, depuis qu'il y a des sociétés, toute cette question de comment est-ce qu'on prend en charge les plus fragiles existe. Et la sécurité sociale en étant la version la plus récente et la plus dans laquelle l'État a le plus de place. Peut-être Voilà. que, toujours en guise d'introduction, ce qui est important, c'est aussi d'en partie déconstruire quand même ce mythe. Donc là, on montre que la protection sociale, elle est ancienne. La sécurité sociale, souvent, on fait référence à 1945. Alors, c'est un bouleversement hein, quand elle est créée. Pour autant, l'âge de départ en 1945, départ à la retraite, il est de 65 ans dans une France où l'espérance de vie moyenne, elle est de 64 ans. Donc, on part plus tard que l'espérance de vie. Les femmes, elles sont principalement bénéficiaires de la sécurité sociale comme ayant droit, c'est-à-dire au titre du travail de leur mari, elles n'ont pas forcément de droits propres. Aujourd'hui, on a une couverture qui est à enfin, on est à 100% de la population qui est couverte, et notamment sur le risque maladie. Et puis, en 1945, des dépenses qui sont relativement modestes. Elles représentent à l'époque 13% du PIB. On voit qu'aujourd'hui, en fonction de la façon de compter, si on est sur le champ stricto sensu de la sécurité sociale, on va être autour d'un quart du PIB, presque, enfin plus d'un tiers si on se met sur l'ensemble de la protection sociale. Donc aussi, je pense que c'est important de se dire que le modèle de sécurité sociale qu'on a aujourd'hui est certainement le plus abouti en termes de droits, que ce soit sur le nombre de personnes couvertes, sur le nombre de risques couverts et l'intensité de la prise en charge qu'on n'a jamais connu. Et donc, ça, je pense que c'est aussi important de le rappeler, sans pour autant, enfin voilà, 1945, c'est un moment important, mais depuis, il y a énormément de choses qui ont été construites, et pareil, on le verra au fur et à mesure de cette prestation, de cette présentation. Du coup, aujourd'hui, les dépenses de sécurité sociale, donc là, je reviens sur le champ sécurité sociale, ça représente 643 milliards d'euros en gros par an. Là, c'est le chiffre 2025. Ça reste majoritairement des cotisations qui permettent de financer la sécurité sociale, même si on voit que progressivement le financement il s'est un peu hybridé, avec aujourd'hui 20% du financement de la sécurité sociale qui est assuré via la CSG, 17,6% via des contributions sociales diverses, quelques transferts et puis d'autres produits. Donc ça, c'est un peu le panorama côté recettes. Et puis si on regarde côté dépenses, le premier risque aujourd'hui en termes de dépenses, c'est le risque vieillesse, donc qui représente 44% des dépenses de sécurité sociale. En second lieu, on va trouver le risque maladie, environ 38% des dépenses, et puis dans une moindre mesure, la partie famille, 8,6%, autonomie, 6,1%, et les accidents de travail, maladie professionnelle, AT-MP, qui représentent 2,5% des dépenses de la sécurité sociale. Du coup, l'autre grande dimension de notre sujet, ça va être la question du sexisme. Euh, Enfin, de manière générale, on peut définir le sexisme comme une façon particulière, souvent dénigrante, de comporter avec autrui en raison de son sexe, celle-ci fondée sur un rapport hiérarchique institué entre les deux sexes ou qui découle d'une différence de valeur, de statut de dignité. Le rapport 2026 sur l'état des lieux du sexisme, il décrit deux types de sexisme. Aucun n'est terrible, mais bon, le sexisme paternaliste, qui est celui un petit peu, on pourrait dire bienveillant, machin, mais qui derrière sert à délégitimer la parole ou les actions des femmes, et puis un sexisme clairement hostile, violent. Et donc, c'est les deux gros types de sexisme qui sont décrits dans ce rapport que je vous invite à consulter si vous voulez en avoir plus, enfin, plus d'informations sur ces aspects. Alors, donc là, on a un peu posé les bases de qu'est-ce que c'est que la sécurité sociale, quelle est son histoire, dans quel cadre elle s'insère, le cadre plus général de la protection sociale.
La question qu'on va poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'elle est sexiste? Euh, les règles de redistribution de la sécurité sociale sont fondées sur des critères objectifs. Cependant, cette sécurité sociale, elle s'inscrit dans une société qui présente des inégalités. Et la question qu'on aimerait poser, c'est de se dire si cette redistribution, finalement, est-ce qu'elle ne valide pas ces inégalités? Voir en quoi tout de même, ces prestations, elles corrigent des inégalités et réfléchir ensemble sur quelle piste est-ce qu'il faut appuyer pour une sécurité sociale qui permette vraiment d'aller ensemble vers une société la plus égalitaire possible au niveau de la répartition des tâches sur le travail salarié et non salarié. Donc, voilà, on va voir d'abord en quoi cette sécurité sociale, ben, elle se construit sur une société inégalitaire, en quoi elle contribue à rééquilibrer financièrement les choses et quelles évolutions est-ce qu'on peut envisager. Donc, une sécurité sociale qui s'inscrit dans une société inégalitaire, inégalitaire au niveau du marché du travail, de l'emploi. On peut constater qu'il y a un taux d'activité qui est différent selon les sexes, même si cela tend, comme on le voit ici, depuis une cinquantaine d'années, à se rééquilibrer. Il reste encore une différence de 7-8% de taux d'emploi entre les hommes et les femmes en 2025. Cette différence était beaucoup plus marquée en 75. Voilà, ça tend à s'atténuer. Donc, un taux d'activité légèrement différent, des activités qui ne sont pas les mêmes. Les femmes sont davantage salariées, les hommes sont davantage cadres ou ouvriers. On voit assez bien sur ce graphique la répartition des catégories socio-professionnelles. Voilà. La grosse différence vraiment entre les hommes et les femmes, c'est le fait de prendre des temps partiels, et notamment pour s'occuper des tâches domestiques. Donc on voit que 30% des femmes, pardon, 26% des femmes sont à temps partiel contre 9% des hommes. Et autre différence, finalement, ce sont les écarts de salaire nets entre les hommes et les femmes. Ben, effectivement, des femmes qui sont un petit peu moins sur le marché du travail, qui ont des emplois qui sont salariés, donc souvent un peu moins bien payés que des cadres et que certains ouvriers qui sont parfois bien payés, qui travaillent plus à temps partiel, ben, le résultat, c'est qu'elles ont 22% à peu près de revenus en moins de façon générale. Si l'on enlève ce filtre du temps partiel, donc à temps identique, la différence de salaire entre les hommes et les femmes est de 14%. Et si l'on enlève encore le filtre des différences d'emploi, c'est-à-dire à salaire égal, à emploi égal, il va y avoir une petite différence entre un homme et une femme, et cette différence, elle est de 3,6%. Donc le gros du différentiel, en fait, c'est surtout parce que les femmes travaillent à temps partiel. Et pourquoi elles travaillent à temps partiel? C'est qu'elles demeurent encore, c'est encore elles qui ont la charge, la responsabilité d'organiser toutes les tâches domestiques. On voit sur ce graphique qu'il y a une différence qui tend à s'atténuer entre la prise en charge par les hommes et par les femmes là en l'occurrence, la cuisine de ménage. Et bien, elle s'atténue surtout parce que les femmes prennent moins en charge les tâches domestiques que les hommes. Donc, on voit qu'en 2016, 80% des Françaises faisaient le ménage et la cuisine tous les jours, contre 38% des hommes. Et en 2023, elles ne sont plus que 68% à faire tous les jours un peu de ménage, un peu de cuisine. Et les hommes, en revanche, ça a augmenté à 43%. Donc, il y a un rapprochement, mais pas encore. En fait, c'est toujours les femmes qui investissent beaucoup ce champ du travail domestique. Alors, vous avez dit, voilà. Donc là, on a posé un peu le décor et en quoi, du coup, la sécurité sociale, elle peut venir renforcer ces rôles. Ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a une familialisation des prestations qui, on le développera, enfin, je le développerai juste après, du coup, va venir diminuer les gains financiers à l'emploi des femmes, puisque finalement, les différentes prestations, elles peuvent financer
le travail domestique, ou comme, enfin, c'est presque une allocation à rester à domicile. D'ailleurs, c'était l'une des revendications du Front National à un moment, c'était de dire, bah voilà, il faut que les femmes restent au foyer et on peut les payer pour ça. Même s'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, on le verra dans la seconde partie pour essayer de limiter ça. Il reste que en apportant un soutien, ça vient diminuer le gain financier à l'emploi. Du coup, par ailleurs, il y a, enfin, outre les prestations sociales, on va avoir le quotient familial, donc sur l'aspect impôt, qui vient aussi favoriser la monoactivité au sein des couples. Souvent, du coup, la personne qui va s'arrêter, c'est celle qui a un salaire éventuellement plus faible, donc plus souvent les femmes, celle qui est plus apte à réaliser les tâches domestiques, et donc ça, les mecs, ils considèrent souvent que c'est les femmes. Je parlais encore avec une amie hier qui me disait qu'elle allait faire la cuisine parce que son mec savait pas faire la cuisine. Enfin, c'est une bonne excuse pour que on change pas les rôles de chacun, même si on voit que dans les études, Violet nous montrait, ça se rapproche un petit peu. Il reste quand même des inégalités fortes. Et en plus, là, on prenait juste un indicateur. Si on regarde après, enfin sur l'ensemble du champ, il reste quand même des écarts assez considérables sur la prise en charge des tâches domestiques. Et puis, enfin, donc, voilà, donc ça tend à favoriser du coup des revenus qui sont monoactifs, ou alors une personne à temps plein et une personne à temps partiel, et donc du coup à freiner l'activité et le taux d'emploi des femmes, et donc d'une certaine manière l'autonomie qu'elles pourraient avoir ou qu'elles peuvent avoir via le travail. Et donc en gros, on le résume là. Donc il y a une économiste qui en parle très bien, c'est Hélène Périvier, enfin qui a théorisé toute la théorie autour de Monsieur Gagne-Pain, Madame au foyer, qui est devenu Monsieur Gagne-Pain, Madame Gagne-Miette. Et donc on voit quand même une évolution de la situation, mais donc on est passé de Monsieur Travail et Madame reste au foyer à Monsieur Travail et Madame apporte un revenu finalement qui est complémentaire et qui est pas le principal revenu, qui fait que dès qu'il y a l'arrivée des enfants, dès qu'il y a besoin de s'occuper des personnes âgées, et ben ça va être ce revenu d'ajustement, ce revenu complémentaire qui cesse ou qui se réduit, et celui de l'homme en général qui perdure. On le voit ici, donc vous avez un graphique qui représente les différentes prestations. Alors peut-être pour recontextualiser sécurité sociale, protection sociale, la sécurité sociale, donc c'est un champ plus restreint que la protection sociale. Pour autant, il y a un ensemble de prestations qui sont financées donc par l'État ou par les collectivités territoriales, qui sont versées par la sécurité sociale. Donc là, on est vraiment sur le champ protection sociale. Donc il y a des prestations comme les allocations familiales, les prestations familiales qui sont financées par la sécurité sociale, mais on va avoir des prestations aussi qui sont versées par la sécurité sociale et financées par les départements, comme le RSA, ou financées par l'État, comme les aides au logement. Donc vraiment, on a l'ensemble des prestations qui sont représentées ici. En abscisse, vous avez le niveau de revenu du couple. Donc là, on est sur un couple avec deux enfants. Donc tout à gauche, on est à 0%. Ça va être un couple avec deux enfants qui ne travaillent pas. Et tout à droite, à 400%, c'est un couple avec deux enfants où chaque adulte travaille au SMIC et travaille à 35 heures et à l'équivalent de deux fois le SMIC, puisqu'on est à 400%. Et donc l'intérêt ici, c'est de voir comment évolue le niveau de vie de ce couple en fonction du travail. Donc la partie en bleu, vous avez en dessous, c'est les revenus d'activité, donc qui sont croissants avec le travail. Jusque-là, rien de surprenant. Et après, on voit les prestations qui, pour la plupart, sont sous condition de revenus et donc qui vont diminuer au fur et à mesure que le revenu du travail augmente. La prestation qui est ici en triangle, ça va être le RSA. Et donc le RSA, on voit, c'est vraiment du un pour un. Donc ça veut dire que si je travaille une heure supplémentaire, si j'avais pas les autres prestations, bah ça veut dire que pour 1 euro de revenu supplémentaire, je perdrais 1 euro de RSA, et donc j'aurais aucun intérêt financier. Et j'insiste sur cet aspect financier, parce qu'il peut y avoir d'autres intérêts à travailler, notamment enfin toute la partie vie sociale, développement personnel. Enfin après, quand même, l'une des composantes importantes, c'est d'en tirer un revenu. Et donc, si on avait juste le RSA, ici, on serait du coup pour chaque euro supplémentaire travaillé, on aurait 1 euro de prestation en moins, et donc il n'y aurait pas trop d'intérêt à travailler jusqu'à ce qu'on arrive, en gros, quasiment au SMIC, en fait, au niveau du RSA pour un couple.
a été mis en place du coup la prime d'activité, qui est l'ancien RSA activité, qui est l'ancienne prime pour l'emploi, et qui justement visait à faire en sorte que quand on travaille, ça se traduise par des revenus supplémentaires. Et donc cette prime d'activité, elle est ici en vert, et on voit, elle a un profil en chapeau, on aura l'occasion de le revoir sur une autre diapositive, et donc elle garantit que le revenu disponible du ménage, donc c'est-à-dire que l'argent dont dispose le ménage, soit strictement croissant quand augmente du coup le niveau de travail. Donc il y a juste un point de décroissance ici qui est lié à un effet de seuil, mais globalement, on observe que c'est croissant. La difficulté quand on regarde un couple par rapport à une personne seule, c'est que le fait qu'il y ait des prestations, ça fait que comme il y a un moment où on doit sortir des prestations, puisqu'elles sont pour la plupart sous condition de ressources. On voit, sauf ici les prestations familiales, qui sont modulées par les ressources, mais pas sous condition de ressources. Ça fait que le gain le fait de travailler de manière enfin une heure supplémentaire de travail, elle se traduit pas par 1 euro supplémentaire de revenus, parce qu'en fait, on va avoir une diminution progressive des prestations. Et donc, du coup, ces mécanismes-là qui sont utiles, hein, le but c'est pas de dire qu'il faut pas de prestations sociales, mais le désavantage de mettre en place ces prestations sociales, c'est que le gain à l'emploi est faible et que, comme on le disait précédemment, ça incite du coup à avoir, enfin, en tout cas, si la deuxième personne, qui est en général la femme, vient sur le marché du travail, eh ben là, pour 1 euro gagné, eh ben elle va finalement gagner moins que un homme seul qui irait travailler. Et donc ça peut constituer une désincitation au travail, enfin des deux personnes au sein du couple, et ça se fait, on le voit de toute façon quand on regarde les statistiques, en général au détriment des femmes. Du coup, aujourd'hui, enfin, une autre dimension importante, c'est les travail dans le secteur du care. Donc, le secteur du care, c'est enfin, tout le secteur du prendre soin. Et donc là, on voit que les femmes, elles sont fortement surreprésentées. Il y a un rapport du Sénat de juin 2023 qui le rappelait, 70 à 90% selon le secteur des travailleurs du care sont des femmes. Il s'agit d'emplois à temps partiel, avec des horaires atypiques, des tâches pénibles, peu rémunérées. Donc, on l'a déjà décrit un peu en première partie, mais on est aussi obligé de reconnaître que c'est des secteurs qui aujourd'hui sont fortement financés par la sécurité sociale, que ce soit tous les emplois à l'hôpital, les assistantes maternelles dans le secteur de la petite enfance, tout l'accompagnement des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. C'est des métiers qui sont moins bien rémunérés et qui sont en partie, enfin très grandement financés et subventionnés par la sécurité sociale, ce qui pose du coup la question des barèmes et de comment on rémunère et comment on valorise ces métiers. J'en parlais précédemment de la prime d'activité. Donc vous avez ici le schéma qui présente du coup ce chapeau de la prime d'activité. Le fait que ce soit maximum entre 40% et autour du SMIC, ça fait aussi que ça fait une trappe à bas salaire. On parlait il y a une dizaine d'années des trappes à pauvreté, enfin des trappes à inactivité, pardon, et aujourd'hui on est sur des trappes à pauvreté, c'est-à-dire que ça incite les employeurs à laisser leurs salariés au niveau du SMIC et les salariés les plus concernés par ce biais des prestations, c'est principalement les femmes, et donc augmenter le salaire, comme on l'a vu de la même manière que augmenter son volume d'activité, ça se traduit par un gain qui est relativement faible parce qu'on va avoir éventuellement de l'impôt qui vient s'ajouter et puis une diminution des prestations. C'est une thèse qui a largement été défendue par Jean Gadret. Et puis, on trouve beaucoup de travaux sur les métiers du care, de service à la personne. Sur ces sujets-là, je vous invite à aller lire François-Xavier Deveter, qui a écrit avec Sandrine Rousseau notamment un livre du ballet. Donc, j'ai plus la date de sortie, mais vous le trouverez sans difficulté. Et puis aussi tous les sujets sur les services à la personne. Et donc, je pense que sur ce sujet-là, toujours le livre de François-Xavier Deveter, Florent Janicatrice, Thierry Hugo, je pense que c'est un best-seller sur ce sujet. Si vous voulez en savoir plus, ça peut être intéressant d'aller consulter ces ouvrages. Donc aujourd'hui, même si, et comme sur d'autres domaines, on observe quand même une réduction des inégalités quand on regarde la répartition par métier en fonction du genre. Globalement, là, donc, on présente l'augmentation des emplois des femmes, enfin, cette ségrégation entre hommes et femmes. Aujourd'hui, elle reste vraie, c'est-à-dire que les femmes, elles sont rentrées un petit peu plus sur le marché du travail.
Pour autant, les emplois qui restent, enfin les secteurs qui sont féminisés globalement le restent, et donc ça explique aussi la dichotomie qu'on trouvait entre, par exemple, salariés, ouvriers, cadres que vous a présenté Violaine précédemment. Voilà. Et au niveau de la retraite, même chose. Donc, ce qu'on voit, c'est que il y a dans la société une répartition inégale du travail salarié et du travail domestique. Et la sécurité sociale en est le miroir, notamment à l'âge de la retraite. Les femmes, lorsqu'elles arrivent à la retraite, perçoivent une retraite de 38% inférieure à celle des hommes. C'est donc tout simplement le reflet d'une distribution de l'emploi salarié inégale. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est de voir qu'il y a une organisation sociale qui est ce qu'elle est, qui est le fruit d'une histoire, une sécurité sociale qui se moule et parfois qui cautionne cette organisation du travail. Et dans une seconde partie, on va voir comment ces prestations, tout de même, viennent rééquilibrer ces inégalités. Donc, il y a deux formes de redistribution. Une redistribution verticale, c'est-à-dire que les personnes les plus aisées contribuent à aider les plus modestes. Comme vous le savez, le principe de la sécurité sociale, c'est que l'on contribue en fonction de ses moyens et qu'on perçoit en fonction de ses besoins. Redistribution verticale et redistribution horizontale, c'est-à-dire que on va aider les personnes qui sont confrontées à certains risques que l'on a évoqués tout à l'heure. Et les personnes donc, finalement qui se retrouvent les plus fragilisées économiquement dans l'organisation sociale, ce sont plutôt des profils féminins. On peut passer. Guillaume, je te laisse là sur le taux de pauvreté. Donc là, vous avez le taux de pauvreté des enfants. L'important, c'est de retenir que ben, globalement, on a quand même une augmentation du taux de pauvreté des enfants. On ne montrera pas ici dans les explications, mais on a besoin pour la suite. Donc vous dire qu'en gros, le taux de pauvreté pour l'ensemble des enfants de moins de 18 ans, il est de 22%. Et quand on regarde les prestations, donc là, vous avez l'impact des différents mécanismes de protection sociale sur ce taux de pauvreté. Et donc, on voit que l'impôt sur le revenu vient réduire un petit peu la pauvreté, globalement moins 0,1 point. Par contre, les prestations familiales, ici, elles vont avoir un impact très important sur le taux de pauvreté des enfants, puisqu'elles les diminuent quasiment de 11 points. Les aides au logement, elles vont diminuer de 3 points le taux de pauvreté. La prime d'activité de 3,4 points, les minima sociaux de 2,1 points. C'est-à-dire que si on prend le taux de pauvreté des enfants qui aujourd'hui, et c'était deux points, hop, qui aujourd'hui est l'ordre de 22%, bah, il serait quasiment 20 points supplémentaires sans les mécanismes de protection sociale. Et on voit que ça joue particulièrement pour les couples. Enfin, donc, plus il y a d'enfants, plus la réduction du taux de pauvreté permis par les prestations sociales est important. Sur un couple avec 3 enfants en plus, on aurait le taux de pauvreté serait supérieur de 30 points à ce qu'on observe aujourd'hui s'il n'y avait pas ces mécanismes de protection. Si on regarde les parents isolés, et donc là on est clairement sur des publics féminins, les parents isolés avec un enfant, les femmes, principalement du coup des femmes isolées avec un enfant, le taux de pauvreté est réduit de 20 points grâce aux mécanismes de protection sociale et dans une moindre mesure à l'impôt sur le revenu. Et pour des personnes isolées avec 2 enfants ou plus, on a un taux de pauvreté qui est diminué de 47%, de 47 points, donc ce qui est vraiment considérable. Enfin, et donc là, on voit vraiment l'ampleur de la redistribution qui est permise par la sécurité sociale et plus généralement les mécanismes de protection sociale. Donc, les mécanismes de protection sociale corrigent au niveau de la famille, comme corrigent le niveau de pauvreté, les allocations familiales, les aides au logement, le RSA, tout ce qui est versé par la CAF. La partie retraite vient également rééquilibrer les choses, notamment en validant des trimestres euh, de façon non contributive. Donc ça va être les impôts qui vont le prendre en charge. On va valider des trimestres lorsque l'on a des enfants, lorsque l'on a des périodes de chômage, lorsque l'on a des périodes de service militaire. Donc, ce n'est pas uniquement la parentalité qui est prise en charge, c'est tout ce qui ne donne pas lieu à cotisation. Autre mécanisme de compensation, c'est l'assurance vieillesse des parents au foyer. Donc, les personnes qui s'arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants
euh, la CAF va verser auprès de la CNAV, Caisse nationale d'assurance vieillesse, des cotisations. Il y a deux minimums, pardon, le minimum contributif et le minimum vieillesse, ou l'ASPA, on va en parler plus tard. Autre compensation, c'est depuis 2012, lorsqu'une femme a un congé maternité, auparavant, elle avait un salaire, une année salariale mauvaise, puisqu'elle avait eu des indemnités journalières, donc peu de cotisations pour sa retraite. Et depuis 2012, ces indemnités valent cotisation. Donc, c'est également un mécanisme qui fait que le niveau de salaire des femmes se retrouve augmenté. Et dernier mécanisme, là, je vous ai mis deux mécanismes un peu récents, là, les deux derniers. La possibilité de cotiser à temps plein sur un temps partiel. Comme on l'a vu, presque 30% des femmes ont des temps partiels. C'est vraiment ça qui fait qu'ensuite, derrière, elles ont 38% de retraite en moins. Aujourd'hui, il est possible de demander à son employeur de cotiser à temps plein, même si on est à temps partiel. Et ça va venir sur le long terme rééquilibrer les choses. Voilà, on va faire deux focus. Un focus sur les retraites de réversion et sur le minimum contributif. Retraite de réversion, ça concerne surtout les femmes. Donc, parmi les retraités, 32% de femmes perçoivent une retraite de réversion, c'est-à-dire une retraite lorsque son conjoint est décédé. Et seuls 6% des hommes perçoivent une retraite de réversion. Donc, lorsqu'on inclut ce revenu supplémentaire qu'est la retraite de réversion, on passe de 38% d'écart à 25% d'écart entre les hommes et les femmes au moment de la retraite. Les femmes représentent presque 9, euh, donc sur 10 personnes qui perçoivent une retraite de réversion, 9 sont des femmes. Donc, ça bénéficie très largement aux femmes. Certaines personnes ne perçoivent qu'une retraite de réversion, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de retraite propre. C'est un peu l'ancien système d'après-guerre. Et dans 97%, ce sont des femmes. Donc, on a ce dispositif-là dans le système de redistribution que représente la retraite, de la réversion qui fortement aide à augmenter les retraites des femmes. Et autre dispositif qui a été mis en place par la loi de 2003, c'est le minimum contributif. Et l'idée, c'était de dire, pour des femmes qui ont travaillé toute leur vie, enfin pour des femmes, pour des personnes qui ont travaillé toute leur vie, si leur retraite se trouve liquidée à un niveau inférieur à 85% du SMIC, on va porter le niveau de leur retraite à ce niveau minimum de 85% du SMIC. On constate effectivement que ce dispositif touche bien sa cible, c'est-à-dire les personnes qui ont beaucoup travaillé, mais souvent à temps partiel. Et donc, 34% des femmes ont une retraite qui est portée à ce minimum contre 15% des hommes. Donc là, on voit vraiment que tout ce système de redistribution que représente la sécurité sociale vient vraiment pallier aux inégalités salariales lors de la vie professionnelle. Et dernier point, là, on a vu la famille, la retraite, on va voir la maladie. Voilà, les femmes vivent 5 années de plus que les hommes, et donc effectivement, elles vont se trouver davantage bénéficiaires des dépenses de soins de santé dès lors qu'elles perçoivent des prestations liées aux grands âges plus que les hommes. Vous parlez tout à l'heure des métiers du care. Il y a aussi quand même beaucoup de choses qui ont été faites par la sécurité sociale pour essayer d'améliorer les conditions de travail sur ces marchés, enfin, sur le marché du travail, du prendre soin, notamment en sécurisant, donc côté CAF, caisse d'allocation familiale, sécuriser les emplois des assistances matérielles, améliorer plus largement la qualité d'accueil, favoriser aussi l'activité professionnelle des parents et notamment des mères avec le développement des crèches. Clairement, il y a encore beaucoup à faire sur les métiers du care, mais la sécurité sociale, enfin et la sécurité sociale, elle a aussi son rôle à jouer pour faire en sorte que du coup ces secteurs soient, on va dire, mieux traitants envers les personnes qui aident les autres. Récemment, quelques dispositifs sur lesquels on pourra éventuellement revenir, donc l'extension du congé paternité, la mise en place de l'ARIPA, donc l'ARIPA, l'agence d'intermédiation des pensions alimentaires, qui permet d'éviter, donc principalement encore une fois aux femmes, hein, mais normalement à la personne seule qui, en cas de séparation, conserve les enfants, de devoir réclamer la pension alimentaire auprès du conjoint, les dispositifs qui sont en faveur des aidants, et puis tout ce qui va être habitat intergénérationnel, les
MARPA côté Mais MSA, Mutualité Sociale Agricole, qui permettent aussi d'améliorer les conditions en fin de vie et de lutter contre l'isolement. Encore une fois, du coup, c'est pas des dispositifs qui sont spécifiques pour les femmes. D'ailleurs, encore moins le congé paternité, mais des trois autres. Mais pour autant, ils vont toucher davantage les femmes parce que ce sont des publics qui sont plus vulnérables et donc du coup, c'est quand même des avancées qui sont, enfin voilà, qui bénéficient principalement aux femmes. Sur le congé de paternité, il est mentionné ici parce qu'en fait, en améliorant la répartition et le temps d'arrêt lorsqu'il y a des enfants, à la fois, enfin des deux parents, normalement, ça favorise, enfin en tout cas, c'est l'objectif de ces réformes, une meilleure égalité salariale et puis une meilleure répartition des tâches domestiques, puisque on peut dire qu'à l'arrivée de l'enfant, il y a des meilleures habitudes qui sont prises lorsque les deux parents ont eu un arrêt un petit peu plus long. On va arriver du coup sur notre troisième partie, qui est alors c'est pas vraiment des mesures, mais on va plutôt vous parler de débats qu'il y a aujourd'hui et du coup qui concernent cette égalité de genre et la sécurité sociale. Le premier, c'est tout le sujet de l'individualisation des droits. Il y a un débat, alors il n'est pas nouveau hein, sur est-ce qu'il vaut mieux avoir des droits qui soient individuels et donc du coup finalement que la sécurité sociale ne reconnaisse que les individus et pas des familles, ou alors est-ce que il faut continuer à familialiser les prestations sociales. Ce débat, il est pas simple. Parce qu'en fait, si on familialise les prestations aujourd'hui, c'est parce qu'on estime qu'il y a des économies d'échelle, donc que le fait de vivre dans un même logement, ça fait qu'on a besoin de moins de chauffage, moins d'électricité, on n'a pas besoin d'acheter deux frigos, quand on cuisine pour un, qu'on cuisine pas pour deux, c'est pas le même coût. Et donc du coup, si on veut lutter efficacement contre la pauvreté, ça paraît logique de donner moins à un couple, c'est-à-dire de pas, en tout cas, pas donner deux fois plus de prestations à un couple que ce qu'on donnerait à une personne seule. Aujourd'hui, grosso modo, si on regarde sur RSA, par exemple, on va donner en fait une fois et demie à un couple ce qu'on donnerait à une personne isolée. De la même manière, si on a un couple qui vit dans un logement, ça paraît bizarre de le donner deux fois les aides au logement. Oui, enfin voilà, a priori, ça a du sens que ces prestations elles soient familialisées. Pour autant, ça peut être vécu et ça peut se traduire par un frein à l'autonomie. Et donc, il faut trouver le bon équilibre entre une individualisation des prestations et une notion plus familialisée des droits. Euh, les féministes de longue date, elles ont porté l'objectif d'individualisation des droits, mais c'est aussi quelque chose qui est porté par les libéraux. Parce que, et donc là encore une fois, je vous dis, il n'y a pas de bonne solution, c'est-à-dire que si on fait aujourd'hui une individualisation stricte des droits sur les prestations sociales, ça se traduit par une explosion du taux de pauvreté et on viendra beaucoup moins soutenir les ménages les plus précaires. Et donc du coup, vraiment, ces deux objectifs qu'il faut arriver à concilier, lutte contre la pauvreté, prendre en compte les économies d'échelle et reconnaître l'individu et favoriser du coup l'autonomie de chacun. Ce débat, on l'a retrouvé du coup récemment avec l'individualisation du droit à la hache, donc la déconjugalisation, qui a largement été adoptée hein, à l'Assemblée nationale à 428 voix. Je vous remets la photo là et une voix contre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que en fait, ce que je viens de décrire, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que en déconjugalisant, pardon, l'AH, on a fait en sorte que enfin, on prenne plus en compte les revenus du conjoint pour calculer l'allocation adulte handicapé de la personne, mais que cette réforme-là, elle s'est traduite principalement par des gains pour des personnes dont les revenus, si on apprécie au niveau du couple, étaient élevés alors que les perdants, ceux qui ont perdu à cette réforme, ça va être des personnes dont les revenus sont modestes. Parce qu'en fait, si j'avais une personne en situation de handicap qui était en couple avec une personne qui avait des faibles revenus, ça pouvait la rendre éligible à l'AH. Et donc le fait de dire bah, on considère les gens séparément, bah, ça veut dire que les personnes qui sont en situation de handicap mais qui vivent avec quelqu'un de précaire, eh ben, elles perdent le droit à l'AH. Et à l'inverse, les personnes qui étaient avec des revenus plutôt faibles, mais qui vivaient avec quelqu'un qui avait des revenus importants, du fait de la conjugalisation, ne pouvaient pas bénéficier de la hache, et donc là, elles ont pu en bénéficier avec la prestation, avec la déconjugalisation. Et donc,
un effet, on peut dire positif, si on regarde autour au titre de l'autonomie, de l'accès aux droits individuels, mais par contre, un effet négatif si on observe l'effet de cette réforme en termes de lutte contre la pauvreté, puisque ça contribue à faire augmenter le taux de pauvreté et c'est anti-redistributif, ça veut dire qu'on va donner de l'argent aux personnes les plus aisées on donnera moins d'argent aux personnes, aux ménages les plus précaires. L'autre grand sujet sur l'individualisation des droits, ça va être l'individualisation des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes, ils perçoivent une partie de leurs prestations via les parents, puisque en fait, quand on va avoir des enfants à charge, on va avoir une déduction d'impôt, et la contrepartie, ça va être une obligation de d'assistance qu'on peut avoir envers ses enfants. Il y a des travaux qui sont hyper intéressants, qui ont été menés par Adélaïde Favra, Muriel Pucci, Vincent Lignon. Donc j'ai remis l'article ici, qui disent, bah voilà, qu'est-ce que ça ferait si on supprime tous les avantages pour les enfants, enfin donc versés aux parents pour les enfants, et on verse cet argent directement aux jeunes pour, encore une fois, favoriser leur autonomie. Pareil, c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que, en gros, si on modifie pas le système actuel et qu'on fait juste, comme on l'a fait pour la hache, une individualisation des droits, ce qui est pas terrible, c'est qu'en gros, ça revient à donner des bourses, et c'est un peu caricatural, mais on pourra rentrer dans les détails, mais ça revient à donner des bourses aux enfants qui ont aujourd'hui des parents riches. Et du coup, ça se traduit aussi par des effets anti-redistributifs. Donc là, c'est les résultats, je les passe et on arrive du coup à ta partie finale. Voilà. Donc merci Guillaume. En fait, dans cette réflexion sur comment est-ce qu'on peut aller plus loin sur le fait d'avoir une sécurité sociale, une protection sociale qui amène à une société plus égalitaire. Donc, première piste évoquée par Guillaume, est-ce qu'on individualise les droits avec toutes les questions que ça emporte? C'est la même chose au niveau de la retraite, hein, et c'est cette réflexion d'avoir 1 euro cotisé pour 1 euro de prestation derrière. Voilà, c'est une réflexion qui plus libérale, qui derrière pose des questions d'égalité et de redistribution importantes. Donc première piste à réfléchir et qui n'est pas simple, aller vers plus d'individualisation. Deuxième piste, on a vu que les femmes avaient pas mal investi depuis 50 ans tout le monde, tout le domaine d'activité économique en restant à des emplois parfois moins bien payés et plus à temps partiel. Tout simplement parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des tâches domestiques, qui s'occupe de toutes ces personnes fragiles qui ne peuvent pas subvenir à leurs revenus, que sont les enfants et les personnes âgées. Et donc une deuxième piste, c'est que les hommes investissent davantage toute la sphère domestique, donc, leur laisser de la place et les inciter à y aller, comme les femmes ont été incitées à investir tout le domaine de l'emploi salarié. Donc, ça passe par le développement de droits aux pères. C'est ce qui se fait hein, récemment. Plus de congés paternité, aller vers vraiment une égalité de congés entre les hommes et les femmes lors de l'arrivée d'enfants. Euh, Peut-être inciter l'administration à davantage et même systématiquement s'adresser aux pères dans les questions de gestion liées à l'éducation et aux fils dans la gestion liée à la dépendance des parents âgés. Souvent, on se rend compte que l'administration s'adresse aux femmes sur ces questions-là et de bien avoir des procédures systématiques pour impliquer les hommes. Et enfin, voilà, développer des récits, des films, des publicités qui interrogent le cloisonnement de la répartition des hommes et des femmes dans la sphère économique et dans la sphère domestique. Je ne sais pas si vous avez vu, là, il y a un film là, qui s'appelle I'm Not an Easy Man qui pose cette question-là. Et puis, voilà, favoriser des récits qui valorisent une masculinité en responsabilité dans l'attention aux plus fragiles. Voilà. Ce sont des pistes, mais voilà, ça va nous intéresser ensuite d'avoir des débats avec vous pour voir si vous avez identifié d'autres pistes pour aller vers une sécurité sociale du 21e siècle. Autre piste, c'est une attention particulière sur ces métiers du care
On a, comme vous le savez, une société vieillissante et évidemment, il va y avoir un besoin fort d'accompagnement de personnes très dépendantes et donc d'être attentif à ce que tous ces métiers sortent de la précarité et soient valorisés à juste titre. Voilà, donc On pour va passer sur conclure, la conclusion. Ouais. Bon, peut-être qu'on peut, voilà. pour laisser un petit peu plus de temps aux questions, vous Oui, avez mis aussi voilà. une citation de Simone Veil, vous aurez accès à la présentation. Simplement rappeler qu'il y a énormément d'informations sur Internet, sur la sécurité sociale, des trucs un peu techno, et désolé si on a été dans cette présentation un peu technocrate dans la façon de présenter les choses et très... enfin voilà, j'espère que c'était pas trop lourd et trop chiffré. Charges et produits, rapport d'évaluation des politiques sociales qui sont vraiment une mine d'informations et qui sont quand même qui ont été écrits pour tout le monde. Et puis des trucs beaucoup plus interactifs comme le site internet Sécu-Jeune où vous trouvez des podcasts, des vidéos, des jeux, des BD, donc plein de choses sur Sécu-Jeune pour vos enfants éventuellement. La fresque de la protection sociale qu'on a développée et qu'on vous invite à utiliser, revenir vers nous si vous voulez qu'on éventuellement qu'on anime aussi des ateliers. Et le film La Sociale, qui est un film avec un parti pris fort, mais qui présente du coup la création de la sécurité sociale et qui permet aussi de d'aborder ce sujet de façon plus ludique. Ah, il y a Théo qui a une question. Enfin, une question plutôt rebond. Déjà, merci pour cette présentation très riche, etc. J'ai trouvé que c'était assez intéressant parce que on a aussi des propositions qui s'inscrivent, nous, chez Radicalement Vôtre, sur le féminisme et tout. Et par exemple, moi, j'ai toujours trouvé le système de sécurité sociale très orienté sur les politiques natalistes. Et en fait, ça aurait pu être un truc qui philosophiquement un peu, on aurait pu réinterroger pour en fait peut-être reconcentrer dès les premiers enfants et tout. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que là, dans votre démonstration, on voit aussi qu'en fait, si on suivait cette voie-là, on peut aussi aller sur des mécanismes d'appauvrissement, enfin, ou de moins de correction de la pauvreté des enfants. Donc, je trouve que c'est toujours intéressant. Moi, sur l'individualisation, du coup, je voulais savoir de la hache, mais en fait, il y a quoi comme dispositif un peu de correction qu'on pourrait imaginer? Parce que pour le coup, même sur, en fait, la question de l'individualisation, c'est quand même, ça revient beaucoup, beaucoup dans le débat. Et en effet, il y a encore une approche philosophique féministe. Il y a la réalité que vous avez démontrée. Donc, je mets ça un peu sur voilà, dans le truc du débat. Est-ce qu'on peut imaginer des dispositifs de correction ou pas? Parce que, notamment sur les femmes, on voit aussi que ça peut empêcher une prise d'autonomie, notamment dans des cas de relations où la femme veut partir, etc. Donc c'est quand même important d'y penser. Et le dernier point, c'était aussi sur, pour renforcer ce que tu disais, Guillaume, sur la question du congé parental. En fait, plus on ira sur, ou Violaine, je sais plus, c'est peut-être Violaine pour en parler, plus on arrivera à avoir un truc où il y a moins de différence entre sur le congé parental entre femmes et hommes, moins il y aura aussi de discrimination à l'embauche des femmes et du coup, y compris sur les postes de responsabilité, parce qu'on sait que c'est un frein énorme sur les postes de responsabilité, le fait d'être une femme et d'avoir potentiellement des enfants. Et si on se dit aussi bah, qu'un homme sera aussi absent parce qu'il peut avoir des enfants, bah, ce truc-là sera un peu dilué, quoi. Du coup, sur la hache, donc effectivement, il y a déjà cette rustine qui a été mise en place, qui a permis de limiter les perdants. Alors par contre, ça marche qu'au moment de la mise en place, parce que les nouvelles personnes qui auraient pu avoir le droit, mais qui l'avaient pas encore demandé, ne rentrent pas. La deuxième chose qui est importante pour moi, c'est d'essayer de pas faire des rustines et du bricolage comme ça a pu être fait en l'occurrence, et d'essayer d'avoir une vision qui est plus globale. Ça veut dire que si on fait une individualisation des droits, il faut qu'elle soit complète d'une certaine manière, et notamment, ça veut dire que il faut individualiser l'impôt. On peut pas faire une individualisation du système de protection sociale si on n'a pas une individualisation de l'impôt, parce que sinon ça veut dire qu'on donne aux couples dans le cadre des réductions d'impôts et dans le cadre des prestations. Et donc,
un moyen de limiter l'effet négatif, notamment sur la pauvreté, parce que ça permet de redéplacer des mises financières sur les prestations. Ça va être de dire, OK, on individualise les prestations, mais ça se traduit aussi par une individualisation de l'impôt. Et donc, du coup, aujourd'hui, les gains qu'il y a pour limiter, enfin, quand dans un couple, j'ai une personne qui a des faibles revenus et qui, du coup, permet de limiter l'impôt payé par le conjoint qui a des revenus plus importants, bah, ce gain-là, cette optimisation fiscale qu'on a là, on va pouvoir la réduire et donc injecter cet argent dans les prestations et donc venir soutenir et lutter contre la pauvreté. Donc voilà, faut pas le faire deux fois en gros. Si on individualise complètement et ça change un peu du coup les effets qu'on peut observer. La dernière chose qu'on peut faire, et ça qui est déjà fait, mais qu'il faut encore renforcer, c'est l'accompagnement au moment des ruptures de vie. Et donc notamment, la CAF a mis en place depuis quelques années un parcours séparation qui aujourd'hui est vraiment développé et utile en cas de violence conjugale. C'est-à-dire que une personne, qu'elle soit encore une fois un homme ou une femme, et qui bénéficie aujourd'hui principalement aux femmes, qui dit je suis victime de violence ou je veux me séparer, eh ben, on aille très vite sur des dispositifs qui permettent cette autonomie, que ce soit avec des solutions de logement pour permettre d'écarter la personne violente, mais ça pourrait être simplement pour permettre au conjoint d'aller vivre ailleurs et de permettre à la personne qui a la garde des enfants, par exemple, de rester dans le logement si s'il est plus adapté, que ça permette du coup un versement des prestations sur les comptes bancaires nominatifs de chacun des parents. Enfin voilà, donc ces mécanismes un peu qui accompagnent les transitions de vie et qui doivent être développés, parce qu'encore une fois, si on reprend 1945, on est dans une situation où le modèle familial était pas très divers et surtout pas très changeant. Enfin, une fois qu'on s'était marié, la structure familiale changeait plus. Et donc, la sécurité sociale s'est déjà beaucoup adaptée, mais elle doit continuer à le faire sur comment est-ce qu'on peut accompagner toutes les familles et comment on peut accompagner les parcours de vie pour pouvoir être vraiment là et avoir une assistance qui est personnalisée et pertinente tout au long de la vie des personnes. Il y a une question de Katia. Oui, bonjour, merci beaucoup. En fait, tu viens de répondre à mes premières questions, mais du coup, je voudrais repartir sur autre chose. J'ai l'impression que le moins efficace, c'est quand même pour les femmes avec des enfants seuls, donc des familles monoparentales avec des mères. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour elles? Parce qu'on a l'impression que le taux de pauvreté, il est vraiment énorme sur ces structures familiales-là. Alors sur les familles monoparentales, c'est assez frustrant parce qu'on voyait aussi sur les réductions de pauvreté, enfin c'est quand même là où l'effet est le plus fort, donc où aujourd'hui on apporte le plus de soutien. La difficulté, c'est que quand on regarde le taux de pauvreté aujourd'hui, c'est davantage, enfin ça mesure, en fait ça mesure les inégalités. Et donc forcément, quand on est une personne seule avec un enfant, c'est pas facile forcément d'aller travailler. Une personne seule avec deux enfants, en termes de conciliation vie familiale, vie professionnelle, ça devient compliqué. Une personne seule avec trois enfants, quand on regarde les statistiques, il y a plus personne qui arrive à travailler. Et donc, en fait, ce qui permettrait de réduire la pauvreté, c'est l'accès à l'emploi, enfin, partie l'accès à l'emploi, et donc là c'est principalement du service, c'est-à-dire que je pense que ça sert à rien de donner, enfin c'est pas tellement qu'il faut donner plus d'argent, c'est qu'il faut permettre de mieux accompagner, notamment, donc enfin c'est des dispositifs d'accueil sur tout ce qui est petite enfance, c'est d'avoir des emplois qui soient, enfin qui puissent être conciliables avec une vie de famille en parents solo, et donc quelque chose qui quand même, enfin c'est pas facile à mettre en place, mais je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre, ce qui n'empêche pas le soutien financier, enfin voilà, c'est ce qui n'empêche pas par ailleurs le soutien financier qui doit être apporté à ces ménages, où forcément avec un revenu pour quatre personnes, bah, c'est plus compliqué que quand on est tout seul. Sandra? Attends, et pardon, et juste Pardon, pour excuse-moi, compléter, Hélène. au-delà de la redistribution financière, une chose très intéressante et qui est peu déployée, mais parce que ce ne sont pas dans le périmètre de la sécurité sociale, peut-être davantage dans le périmètre de mairie, c'est de mettre en place des logements intergénérationnels, collectifs, dans lesquels on puisse avoir des personnes âgées seules, des parents seuls avec enfants, et puis qu'il puisse y avoir des mécanismes de solidarité non monétaires qui se mettent en place grâce à ces structures de logement publics. Sandra, Ça marche? ça marche, ouais. Super. Moi, je suis maman solo depuis 14 ans.
Et clairement, du coup, enfin, c'était pas ma question. Je vais poser ma question après. Moi, mon idée, par exemple, ça serait l'allocation familiale à partir du premier enfant. Ça me paraît important parce qu'autour de moi, le nombre de mamans solo majoritairement, mais aussi de papas solo, bah, en fait, c'est souvent déjà avec un enfant. Et du coup, là, il y a un trou dans la raquette. Et deuxième chose, donc là, c'est hors sécu, mais sur les logements publics, bah, qui est une priorité aussi pour les parents solos, parce qu'actuellement, du coup, on compte par exemple, quand tu es avec un enfant, trou dans la raquette à nouveau, tu comptes à deux et du coup, t'es pas prioritaire du tout. Et je reviens à ma question. Je suis avocate en immigration pro et en droit des étrangers, et j'ai une question sur l'AME, où l'AME, elle est bloquée en termes de revenus de l'intéressé. Et actuellement, avec la circulaire Retailleau, bah, il y a plein de régularisations qui sont en marche avec donc des gens sans papier qui ne remplissent pas les conditions de l'AME parce qu'ils ont des rémunérations trop importantes et qui ne peuvent pas souscrire à la CPM parce qu'ils sont sans papier. Or, ils déclarent leur rémunération, ils paient leurs impôts, etc., etc. Donc voilà. Donc ma question, c'est le trou dans la raquette entre les personnes qui sont au-dessus de l'AME et qui sont sans papier. Que pourrait-on faire? C'est ça ma question. En tout cas, c'est justement l'objectif de cet échange, c'est d'avoir, vous, vos propositions, vos témoignages. Voilà. Et effectivement, là, il y a un trou dans la raquette, c'est certain, c'est un choix. Ce qu'il faut faire, c'est régulariser. Mais Ça serait, alors, voilà. c'est vraiment pas l'idée. Alors, 1000 fois d'accord avec vous, comme en Espagne, 500 000 personnes qu'on régularise. Mais actuellement, les régularisations, ça se transforme plutôt en EQTF, en IRTF. Mais oui. Mais oui, dans cette question des personnes qui cotisent et qui n'ont pas de droit ouvert, elle est très pertinente à poser. Dernière Guillaume. intervention, c'est juste que je me retrouve avec des mamans qui ont accouché, qui se retrouvent avec 100 000 euros à devoir à l'hôpital public. Enfin, c'est un délire. Ouais, enfin, sur la partie famille monoparentale, bah, enfin, complètement d'accord avec toi. Quand j'étais à la CNAF, donc Caisse nationale d'allocation familiale, j'étais sur le chiffrage des réformes et je pense qu'à chaque quinquennat, enfin, ouais, et très régulièrement, donc au début de chaque quinquennat sûr, mais en plus aussi à des initiatives parlementaires, on rechiffrait combien ça coûterait des allocations familiales au premier enfant. Donc je pense que ce sujet-là est connu de tous, mais en fait le coût de l'ouverture, enfin, des allocations familiales dès le premier enfant est tel que aujourd'hui il a toujours été abandonné. Donc je pense que enfin le sujet est identifié, mais c'est simplement une question de choix budgétaire quoi, enfin voilà. Donc c'est pas du tout pour justifier ce choix, hein, mais je pense que en gros c'est partagé, enfin partagé par je pense une grande majorité de la classe politique de dire que les allocations familiales au premier enfant ce serait plus juste et à mettre en place. Sur la ME, bah, je rejoins Violaine. En fait, le problème, c'est que il y a une personne qui est en France, qui travaille, qui paye ses cotisations, mais en fait, faut qu'on puisse lui permettre, que ce soit en matière de sécurité sociale ou sur l'ensemble des champs, de pouvoir avoir une vie qui soit normale et donc faire de la régularisation. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, on arrive au terme de notre heure. En tout cas, avec Guillaume, on est à votre disposition pour toutes questions sur ces sujets qui nous passionnent. Et n'hésitez pas à nous contacter pour nous proposer des choses ou nous témoigner des situations. Si vous êtes aussi intéressé, on en profite pour une petite page de pub hein, sur la fresque de la protection sociale, qui est un outil vraiment pédagogique à destination des jeunes et des non-initiés à ces thématiques. On a peut-être été un peu techno, beaucoup sur les chiffres dans notre présentation. Pour le coup, l'outil il est vraiment, enfin, on l'a conçu pour un public large et quelque chose d'assez facile d'accès. Donc, si vous souhaitez, soit vous réaliser une fresque, soit qu'on puisse intervenir dans des établissements scolaires ou enfin voilà toute situation tout prétexte est bon pour nous de pour parler de la sécurité sociale, de parler de cette institution et donc voilà vraiment n'hésitez pas, ce sera chouette aussi pour nous de pouvoir développer cet outil auprès de tous les publics qui peuvent être intéressés par ces questions de protection sociale. Guillaume, tu pourras nous envoyer sur discussion, est-ce que c'est ce qu'on fait? T'as envoyé beaucoup de liens.
Ou enfin, tu as parlé beaucoup de ressources. Est-ce que tu pourras nous en mettre quelques-unes sur le fil de discussion? C'est ce Bien qu'on sûr, fait à chaque brunch. Merci. sans souci. Merci. Et Théo, tu peux notamment, conclure? Oui. et notamment sur la fresque, bah, peut-être tu nous remets, tu peux nous dire un peu comment on fait si on veut vous faire intervenir. Mhm. OK? Parce que c'est une boucle avec plus de 200 Ça marche. personnes, donc c'est intéressant. Je passerai les informations. S'il y a Théo, plus de tu questions, conclus bah, ou ouais. est-ce que... Vas-y, je Oui. te laisse conclure. Ok. Eh bien, ben, je vous souhaite une très bon grand week-end. Et puis à dispo en tant que de besoin et pour échanger sur ces questions économiques et sociales. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, bon Bonne week-end. journée, merci. Au Merci, revoir. bon week-end.